Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e épisode des UBBistes pour fêter cette deuxième victoire de la saison face à l'Ogre toulousain avec le copain Yannou. Comment ça va? Ça va très bien. T'as passé un bon dimanche soir devant ta télé? Moi, j'étais heureux pendant 45 minutes et après, bon, un petit peu de doute. Bon, ça va, on a Ouais. gagné, on a les 4 points. Ouais, on a tous serré les fesses, mais oui, effectivement, l'avantage c'est qu'on peut entamer cette semaine avec les 4 points et toujours à la seconde place, parce qu'on a quand même une grosse semaine avec le débrief de Toulouse, la préparation du match sur Racing, l'UBB qui quitte Twitter aussi, faut qu'on en parle, la préparation aussi du troisième hors-série qui devrait normalement paraître jeudi. On sait plus où donner de la tête, mais comme on s'est régalé, comme je l'ai répété 48 fois la semaine dernière avec Greg Aki alias Thibaut, bon, on s'est dit que c'était un peu obligatoire de le réinviter pour débriefer ce match un peu foufou. Salut Thibaut. Salut les gars, salut à tous les auditeurs. La forme est là, 45 minutes moi ou plutôt inquiet, et puis finalement 25 minutes ou plutôt détendu et même agréablement surpris par cette équipe de U12 du Stade Toulousain. Ouais, c'est vrai que toi, t'as dû être ravi de la deuxième mi-temps. Bon, en tout cas, un immense merci de nous faire le débrief avec nous. Très cool. On avait pris beaucoup de plaisir déjà la semaine dernière. Comme je disais au programme de cet épisode, donc, la victoire que je qualifierais de mi-figue, mi-raisin face au Stade Toulousain, la projection au Racing avec la classique proposition de composition pour Yann, avant de finir par les actus du club et la présentation d'un ancien joueur. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner le match. Mais que à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Match en 2 actes ce dimanche soir dans une super ambiance au Matmut avec un gros avant-match et des tribunes pleines à craquer. Faut quand même dire que le Matmut c'est un bel outil pour ça. Ils mettent pour la scénographie, c'est quand même très très cool. Les Bordelais vont dérouler sur la première mi-temps avec 4 essais inscrits par Van Rensburg, De Porter, Biel Biarré puis Damien Penaud pour entrer au vestiaire sur le score de 29-0. Du coup, à la mi-temps, on se dit qu'on va pouvoir un peu rendre la monnaie de leur pièce aux Toulousains après la finale en remettant 60 dans la musette, mais qu'il y avait aussi un risque de relâchement et que peut-être qu'on n'allait pas tenir le rythme sur les 40 prochaines minutes et mettre un peu moins d'essais. Bon, ça n'a pas manqué puisque les coachings respectifs à la 48e, c'est les coachings toulousains qui est plutôt gagnant avec 3 essais qui vont suivre en 8 minutes, qui jettent un froid sidéral sur le Matmut. Mais malgré l'opportunité de repartir avec un point de bonus défensif, voire même la victoire de Bordeaux, finalement, une ultime pénalité de Jalibert va mettre Toulouse hors des clous du bonus et les Girondins vont repartir avec les 4 points de la victoire. Bon, il y a pas mal de choses à débriefer, comme vous l'avez compris, en 2 actes. On va commencer en suivant le fil du match par les points positifs. Et avant de commencer les points positifs, peut-être un petit mot tous les deux sur le match du Stade Toulousain qui lui aussi a été en 2 actes. Peut-être en commençant par toi Yann. Ouais, mais tu vois, en regardant la compo du Stade Toulousain, je pensais à une physionomie un peu inverse. Tu vois, peut-être un peu plus galéré au début et après avec un banc plus d'expérience, pouvoir faire la différence. Et finalement, on s'est rendu compte que les cadres entre guillemets des doublons ont été un peu en difficulté. Je trouvais Merclair un peu en deçà, Aki pareil. Et finalement, les Bouzingues, les Lacrombes, les Hawks, enfin, tout leur première ligne derrière, etc., aussi derrière, ils ont mis une intensité qui nous a un peu malmenés et qui nous a mis réellement mis le doute par rapport à leurs 15 titulaires d'hier. Donc, on peut féliciter ces jeunes parce qu'ils sont quasiment prêts, en fait, pour le top 14 déjà, quoi. Donc, tu sens déjà que les prochains doublons, ils vont encore être pénibles. Ouais, c'est exactement ça. J'ai trouvé assez impressionnant cette jeunesse, mais bon, on commence à en avoir l'habitude. Et en fait, je pense qu'elle est vraiment peut-être supérieure. Tu prends juste cette première ligne, Bertrand, Lacombe et Ox. Je pense que ça discute avec beaucoup de bancs de top 14. Donc peut-être pas des bancs de Toulon ou de gros clubs, mais ça discute avec, je pense, au moins 10 remplaçants
de top 14. Donc, surpris et pas surpris, parce que ça fait un petit moment qu'on les voyait faire et on les a vus pas mal sur les doublons et on les a vus être vraiment très bons. On se demandait s'ils étaient capables justement de résister à une top team comme l'UBB. Est-ce que ce serait pas la marche de trop pour voir un peu les limites qu'ils pourraient avoir? Et en fait, il n'en est rien. Ils sont largement capables d'affronter, certes, Boniface, Falatea et Conorsa, mais Conorsa est certes jeune, mais dense quand même physiquement. Et après, on parle quand même de Boniface qui a quelques matchs de top 14, quelques années même, et de Falatea qui est aussi un international. Donc, non, clairement, une jeunesse dorée en première ligne. En deuxième ligne, Brennan et Verger ne cessent de surprendre et eux semblent carrément prêts pour le niveau de top 14. Brennan me semble toujours être, et je le dis depuis plusieurs mois, l'option numéro 2 derrière Flamand. Je vois pas un mec meilleur que lui, avec tout le respect que j'ai pour Oradou. Je trouve que vraiment Brennan est largement en avance. Et puis après, Castro Ferreira ressemble à une sorte de Aldrid 2.0 qui se déplace vraiment vite. Théo, malgré ses 3 en avant, fait une bonne première mi-temps, je trouve, et est vraiment présent offensivement. Il carie énormément, il se déplace beaucoup, il fait énormément de courses, il répète beaucoup d'efforts avec Willis. Donc ouais, effectivement, en première mi-temps, difficile. On n'a pas eu de ballon, on a fait beaucoup de fautes de main. On fait je crois qu'on vient 4 ou 5 fois dans vos 22 et on fait 3 en avant, euh, une touche ratée et on se fait et un dernier en avant à la 41e en enchaînant les molles et en deuxième pareil on vient 2 fois et on a 2 grattages de retière. Donc on n'a pas réussi à scorer, on est venu quand même une paire de fois dans les 22 mais sans réussir à scorer. Et puis ce banc effectivement a fait la différence. On a gagné le match devant, on s'est fait secouer derrière pendant 80 minutes. Mais par contre, on a gagné ce match devant. On a fait un face-à-face correct en première, puis on a complètement gagné le duel en seconde. Et est-ce que c'est pas un peu les cadres qui étaient là un peu pour encadrer justement ces jeunes qui ont été peut-être un peu plus en deçà sur ce match? Moi, je dirais que non, dans le sens où je vois Willis très très fort en première mi-temps. Si on sombre pas, c'est lui qui vient faire un grattage de mémoire sur Gazzotti sur l'aile. Gazzotti prend un ballon, trébuche un peu en reprenant l'axe et tombe dans les bras de Willis. Et là, faut voir la qualité du grattage. C'est main gauche au niveau du joueur et main droite, il vient absorber comme une pieuvre le ballon. C'est assez impressionnant. Et là, il nous sauve d'un potentiel break qui aurait fait pas 29, mais potentiellement 36 ou 37, donc 36, pardon. Donc ouais, difficile de trouver des faiblesses au niveau des anciens, d'autant plus que Malia se libère petit à petit. Il a eu un peu de mal au début, mais dans le jeu courant, il a été très bon et au pied, il s'est libéré en deuxième. Non, c'est difficile. Lebel en tant qu'ailier, c'est compliqué pour lui d'aller être important. Il a été un peu défaillant, mais effectivement, non, je trouve que Willis et Malia ont assuré. Pita a été par contre dans le dur et Lebel a fait ce qu'il avait à faire. Donc 2 sur 4 ont été compétitifs, 1 sur 2 correct et un effectivement un peu absent. Du coup, dans le duel que tu nous avais présenté un peu entre Van Rensburg et Aki, ça a donné quoi? Je pense qu'on peut le dire clairement. Pita s'est fait secouer et a été un des moins bons des 4 cadres parce qu'en face, il a eu je sais pas comment appeler cette boule de muscle et de volonté inarrêtable. C'est terrible d'affronter ce genre de joueur pendant 80 minutes. Et ce pauvre Pita qui avait peut-être 300 ou 400 minutes depuis le début, beaucoup de matchs de Chocobarès, de Barassi, et peut-être un peu moins de Pita, il s'est affronté un ogre, clairement, un danger, un vrai danger. Et le duel a clairement été gagné par Rohan. Donc ouais, grosse performance. Pas de volonté de nuire d'un côté comme de l'autre, mais une volonté de détruire d'un côté en tout cas, et ce côté c'était du bébé ce soir. Et lui, il monte clairement en puissance, hein. C'est-à-dire que là, tu vois, franchement, tu peux quand même hésiter. On a un niveau qui est quasiment similaire entre lui et Moefana. Là, on a trouvé vraiment un centre d'une très 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 grosse qualité qui permet de faire une rotation en fait sans qu'il y ait de baisse de niveau, mais même zéro. Là hier, je crois qu'il fait 6 défenseurs battus, il fait 60 mètres parcourus, il franchit 2 fois, il met une intensité énorme. En défense aussi, il fait mal. Il a 2 fois où il est quasiment en train de gratter. Enfin, ça devient un 12 extrêmement important dans notre système. Franchement, chapeau.
Et vu que on a Nico, on sait pas trop où il en est au niveau de sa cheville, on va pouvoir décaler Moefana en 13, et je pense qu'on va avoir une paire de centres très solide. Voilà, encore plus physique qu'avec Nico, je pense. Donc intéressant. Ouais, clairement de la densité. Et l'avantage, c'est que quand on a l'équipe au complet, tu peux choisir de soit, en fonction de l'équipe adverse, te mettre un Van Rensburg titulaire pour concasser pendant 60 minutes et après avoir l'explosivité d'un Moefana qui arrive pendant 20 minutes pour mettre les défenses à mal, ou tu peux choisir de faire l'inverse avec un Van Rensburg qui lui va du coup apporter sa densité sur une fin de match. Donc effectivement, avoir un troisième centre comme ça de très haut niveau et un Moefana qui peut jouer 12-13 sans aucun souci, ça augure de bonnes choses pour la suite, notamment pour les prochains matchs et le calendrier très chargé qui nous attend. Yann, tu voulais mettre quoi toi en point positif? La charnière peut-être? Avant la charnière, parce que bon, ça découle de la charnière, mais j'étais content du départ parce que je trouve qu'on a bien respecté ce Stade Toulousain. C'est-à-dire que nous, on avait tous nos internationaux. Eux, forcément, il manque énormément de monde. Donc, tu aurais pu faire ce qu'on a fait un peu en deuxième mi-temps, prendre l'équipe de haut et te faire manger en fait dans l'intensité, etc. Et je trouve qu'on a vraiment respecté notre cadre avec beaucoup finalement de jeux au pied, alors des occupations assez précises. C'est-à-dire qu'on les a vraiment mis tout le temps sous pression. C'est-à-dire que les seuls ballons qu'ils avaient, soit ils les dégageaient avec des touches courtes, soit ils relançaient dans des zones qui étaient vraiment pas faciles. Et après, nous, dans l'utilisation du ballon, on a été vraiment parfait. C'est-à-dire que dès qu'on avait un ballon de récup, en 2-3 passes, on arrivait à tout breaker. Et puis après, dans la possession, je trouve que nos lancements de jeu ont été extrêmement propres. On a amené de la vitesse sur les zones des 15, etc. Donc, on a été très présent. Et dans cette dimension en fait de lancement de jeu, bien sûr qu'on peut mettre en avant la charnière qui a été qui a joué dans un fauteuil. Et quand ce charnière joue dans un fauteuil et a pas de pression, après Jalibert il fait tout quoi. C'est-à-dire que à chaque prise de balle, en fait il fait un décalage. C'est-à-dire qu'il a juste avec son coup de rein, il arrive à faire un décalage et après il fait des passes parce qu'il joue les sous-nombres. À un moment il récupère une chandelle, tu sais pas comment, et après pareil il fait sa petite accélération, il prend le temps d'attendre, il me fait une sautée pour aller chercher l'ailier, etc. Enfin voilà, quand il est comme ça, il est intouchable, c'est beau à voir. Donc ça a participé à notre merveilleuse première mi-temps où on fait quand même 22-0 face à une équipe qu'il faut le rappeler, même s'il manquait énormément de monde, c'est quand même une équipe cohérente qui a mis quelques fessées pendant les doublons quoi. Clairement, une première mi-temps complète de l'UBB. Pas un pack qui m'a impressionné, mais un pack qui a été, qui s'est battu à armes égales avec le pack du Stade Toulousain, qui a réussi à avoir des rucks extrêmement rapides, extrêmement propres. On a eu beaucoup de mal à ralentir les sorties de balles. Et derrière, par contre, ça a été une leçon de rugby à la toulousaine, on pourrait presque dire, parce que 4 essais de 3/4. Le boulot des amants a été propre, que ce soit en touche en première mi-temps, un peu moins mêlé par contre, puisque vous en perdez 2. Mais sinon, tous les lancements en première main ont été cliniques. Max Lucu a été excellent dans l'occupation avec une excellente longueur, a été plutôt très bon en défense. On l'a un peu moins vu en attaque, il s'est mis au service de Jalib. Rohan on disait tout à l'heure qu'avec Moefana, peut-être lui un profil un peu plus puissant, mais finalement il a réussi dans un match où il y a eu énormément de mouvements en première mi-temps, à vraiment fluidifier, à être dans le système, à pas se tromper, à être vraiment bon dès la première minute. De Porter a été incroyable, c'est un joueur absolument phénoménal. Toutes ses courses sont bonnes, quoi qu'il garde un tout petit peu trop le ballon parfois, mais toutes ses courses sont bonnes, ses déplacements sont bons. Il avait un micro, on l'a entendu énormément communiquer. C'est un vrai patron des lignes arrières, que ce soit dans le replacement défensif, mais aussi bien offensif. Gros travail aussi sur les extérieurs. L'UBB nous a très 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 souvent amené sur l'extérieur. On avait une défense assez resserrée et on s'est fait bouffer, mais je sais pas combien de fois sur l'extérieur. Et c'est peut-être ce fait de envoyer beaucoup de jeux, beaucoup de jeux qui a fait que l'UBB s'est restreint en deuxième, et c'est là que c'est devenu différent. Je pense qu'il aurait fallu insister sur cette volonté de jeu à outrance qui a absolument, mais parfaitement marché en première et qui a malheureusement pas continué. Et donc on a vu, et c'est pas que cette raison-là, mais on a vu un UBB un peu ralentir. Mais première mi-temps absolument sensationnel, et ce dernier essai,
à la 36e, qui part d'une réception de Louis, qui retrouve sur sa droite Jalib qui vient fixer, et puis ça part des 50, ça traverse avec Penaud, qui retrouve Lucu, qui retrouve Buros, et qui passe les bras de nouveau pour Penaud, enfin sublime. Donc ouais, cette première mi-temps de l'UBB, Jalib en ligne mire avec ses 3 assists, a été juste absolument magnifique. Et puis Jalib, il met des culs en plus, hein. C'est incroyable ça. Hein. Ça fait bizarre. Hein. Et puis même en défense, je trouve qu'il s'est pas mal envoyé, donc il a été propre. Il n'y a pas eu de déchirement qui peut parfois arriver. Là, il a été très propre, très très agressif, et c'est vrai qu'il arrive à mettre des culs maintenant. C'est fou ça. Il fait 5 plaquages en première mi-temps pour un seul raté. Donc plutôt bon défensivement. On sait que c'est pas sa force première, mais je le vois d'ailleurs se lancer sur Willis, faire reculer Willis, puis ensuite prendre Banos. C'était rigolo parce qu'on sait très bien que Jalib n'est pas un immense défenseur. Il a des qualités, mais c'est pas forcément la défense. Et pourtant, sur ce match, en première, en tout cas, il fait un 5 sur 6 qui est plutôt correct. On voit qu'il rentre très, très, très vite dans le match parce que, au bout de 10 minutes, il a déjà envoyé Rohan sur une accélération pour fixer et il sert Rohan qui arrive dans l'intervalle qui va marquer. Il récupère un ballon extrêmement difficile à 10 mètres de l'embut sur un coup de pied de Nelson Épée où il jongle sur le ballon, il essaie de servir, finalement il décide de garder. Il y a un contre-ruck qui est essayé mais qui est sécurisé par l'UBB et ça repart. Derrière, une assist incroyable sur Louis, où là, il est en promenade, il avance tranquillement, il voit la zone, il sait que c'est libre, il y a 4 Toulousains entre LBB et lui, il y a 15-20 mètres à faire sur une passe, et il envoie son bras droit, une passe parfaite sur la ligne qui tombe dans les bras de Louis, qui a plus qu'à finir. Et la dernière, c'est cette prise de balle, effectivement, sur les 40. Il catch le ballon, il sort Saito, il accélère, toujours la tête haute, on en parlait la semaine dernière, mais cette faculté à garder de la vitesse et toujours voir la zone, savoir où est-ce qu'il va aller. Et au lieu de juste servir à droite, non, il décide de sauter son partenaire pour arriver à Deporter. Et Deporter et cette passe sautée permet à Deporter justement d'aller finir. Donc non, la panoplie est incroyable. Il a un ou deux scories en première mi-temps, mais infime. Et on voit toute sa panoplie, son pied par-dessus, récupération et je donne direct et juste sublime. Donc non, rien à dire. Quand Jalib est comme ça, il n'y a rien à dire de plus que se régaler de le regarder et en profiter parce que c'est un très grand joueur, c'est un immense technicien et on a de la chance d'avoir des joueurs comme ça qui foulent nos terrains. Donc magnifique partition et on parlera de sa deuxième mi-temps après, mais sur sa première mi-temps, magnifique partition, absolument rien à critiquer. Vous êtes bien en direct de Jalib FM, la radio officielle des supporters de Mathieu Jalibert. Non mais je suis complètement d'accord avec toi Thibaut. Effectivement, on reviendra du coup sur sa deuxième mi-temps peut-être juste après. Yann, tu voulais revenir toi sur la troisième ligne qui a bien fait son taf. Moi, j'ai bien aimé la troisième ligne. On en parlait la semaine dernière pour savoir si est-ce qu'elle était vraiment complémentaire, est-ce que elle allait être assez puissante, etc. Et pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal. Je pense que ça va être une troisième ligne complètement, enfin parfaite pour la Champions Cup. Samou, je l'ai trouvé très en canne. Il a bien servi. Je l'ai trouvé. Il a battu des défenseurs. Tu vois, il a réussi à mettre un peu de l'impact. Gazzotti qui a été plus dans ce rôle de un peu de destructeur au plaquage avec son 100% et surtout il a été très dominant. Et Beauchaton, lui, il nous manquait parce que pour le coup, il est très agressif. Dans notre système de circulation des gros, on a des cellules, nous, en 1-3-3-1, et donc du coup, on laisse toujours des gros dans la ligne des 15 mètres. Et je trouve que là, il avance clairement, quoi. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir de le retrouver. Bon, par contre, il manquait un peu de jus, mais il a participé à cette bonne première mi-temps, et même dans un secteur où on est parfois en difficulté, la touche, entre lui et Petit, on a quand même deux sauteurs de haut niveau, et on a volé 5 touches. Cramon, il était quand même en grosse difficulté, et même les touches qu'ils ont, je pense que si on fait des blocs, elles sont pas droites. Donc tu vois, on a réussi un peu à rentrer dans la tête du talon, qui est quand même un talon qui est très confirmé maintenant, et on sait qu'il peut jouer dans des gros clubs de top 14. Donc du coup, j'ai trouvé ça pas mal avant que leur sortie, qui je pense ont condamné nos espoirs en touche.
Ouais, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé le volume, en tout cas, de la troisième ligne. On a souvent vu Samou ou Gazzo sur l'aile droite. On a vu Petit plusieurs fois sur l'aile gauche. J'ai beaucoup aimé la partition de Petit aussi. J'aurais pas sorti Petit et Beauchaton. J'aurais gardé un de ces deux joueurs aériens sur la deuxième mi-temps. Je trouve un peu dommage que Bru se soit privé de ça. J'aurais commencé avec Falatea à la place de Big Ben. Je vois toujours pas de gros progrès de Big Ben. Je le sens fatigué et moins fort sur 50 minutes. Donc la dernière demi-heure, je pense qu'il aurait fait un bien fou, que ce soit sur une première cellule où il a été plusieurs fois à donner dans le dos de Jali, mais pour déblayer, pour revenir dans les rucks, pour sécuriser. Il n'a pas été exceptionnel, mais sur ce domaine-là, il a été important. Et si l'UBB a eu des ballons très propres en première, il n'y est pas innocent. Après non, j'ai trouvé la motte assez sobre. En touche, ça a été très bien, donc rien à dire là-dessus. Et effectivement, Samou, c'est vraiment un profil intéressant. C'est bien que vous l'ayez pour remplacer Tataf. Donc ouais, il a fait une belle performance. Il a été présent. Ça a été une réussite. C'est plus le banc devant qui a été, on va dire, un peu moins présent et important. Et le choix de Bru de se passer de Big Ben dans le clutch et de sortir ces deux sauteurs. Ouais, ça, on va du coup en revenir là-dessus juste après dans les points négatifs du match. Si vous n'avez pas d'autres points, moi je soulignerais juste qu'en fait, le point positif, c'est quelque part la physionomie de ce match où en fait, t'en colles pas 60, ou ce genre de match, t'as zéro enseignement, tu sais pas quoi retenir de ce match, tu peux potentiellement choper un peu le boulard parce que t'en as mis 60 au Stade Toulousain. Le fait que on se fasse peur et que le match soit finalement plus serré que prévu en deuxième mi-temps, et ça c'est Yannick Bru aussi qui le dit, qui a des mots très justes je trouve à la sortie du match, c'est que ça t'oblige à rester humble et à bosser jusqu'à la fin de saison pour justement corriger ce genre de trou d'air. Donc moi je trouve que à ce moment-là de la saison, c'est bien aussi de se faire peur et d'avoir ce genre de match où tu penses avoir gagné et en fait tu te rends compte qu'il faut vraiment bosser pendant 80 minutes, même contre l'équipe 3 du Stade Toulousain. Ouais, clairement. Bah, déjà, t'as des enseignements sur ton équipe type. Bah, forcément, ta première mi-temps, tu vas pouvoir travailler dessus parce que elle était quasi parfaite dans les enchaînements, etc. Et forcément, cette deuxième mi-temps, c'est une grosse piqûre de rappel, même si je trouve qu'on prend l'eau pendant 25 minutes. Mais mine de rien, à la fin, il y a quand même, on arrive à reprendre un peu le bon chemin pour retrouver ces points qui nous manquaient, etc. Donc, on a réussi à remettre sur la fin du match la main sur le ballon. Bon, il y a un gros loupé de Mathieu face au bar où je pense qu'il aurait pu tout de suite nous mettre à l'abri, mais on a eu la pénalité juste après. Donc, mais tu as raison, ouais, c'est une bonne piqûre de rappel. On sait sur quoi on peut travailler et on sait ce qui nous reste à travailler. Notamment, on va en parler, mais c'est vrai que l'apport du banc a été cataclysmique. Moi, je suis relativement d'accord avec le fait que ce soit positif. Pas que tu dises que ce soit positif, mais j'y vois quand même certaines inquiétudes dans le sens où je vois pas énormément de progrès. Je vois encore cet UBB se relâcher et pas arriver à tenir un match, pas finir un match. J'aimerais bien les voir de temps en temps contre une équipe, que ce soit le Stade B ou La Rochelle ou même une petite équipe type Vannes, arriver à faire un match consistant sur 80 minutes. Et j'ai souvenir, et ça dure depuis longtemps maintenant, au moins 2 ans, que cet UBB-là a du mal à terminer les matchs. Et c'est une fois de plus un vrai sujet parce que au-delà de se faire peur, tu gagnes souvent ces matchs que tu lâches un peu et l'équipe revient et compagnie, tu as quand même tendance à les gagner. Mais le problème, c'est que tu dois t'habituer dans des matchs entre guillemets de seconde zone, ça n'est pas un, mais des matchs qui sont censés, ou en tout cas dits faciles, tu dois t'habituer à finir ces matchs, les gagner et mettre 40 points ou 45 points au stade, quitte à lever un peu le pied en seconde. Tu es à 29-0, tu marques 10 points, tu finis à 39, 39-7, 39-10, 39-14, grand max. Mais tu peux pas prendre un 24-3 en deuxième mi-temps, d'autant plus que tu joues quand même avec la même équipe et tu pousses encore jusqu'à la 47e, 50e, tu es dans le match. Il y a ce banc qui arrive à la 47e, mais il n'est pas instantanément dominant. Tu es dans le match pendant 50 minutes, tu scores jusqu'à la 36e des essais, tu re-rentres dans le match très vite, Toulouse décide de mettre la main sur le ballon, mais tu es plutôt efficace, tu grattes, t'as mis Founa en gratin, ça repart, on rejoue directement dans le camp toulousain. Bref, il y a vraiment tout va bien, et puis d'un coup, ça s'effondre.
J'ai du mal à imaginer que ce soit juste mental, que ce soit juste volontaire. Je pense qu'il y a aussi une part de coaching, mais clairement, il faut que l'UBB travaille sur ses fins de match. Il faut être consistant sur 80 minutes. C'est comme ça que ça passera en quart de finale de Champions Cup, en demi-finale de Top 14. C'est ces matchs-là qui font apprendre à un groupe à gagner les matchs difficiles. Donc c'est en ça que je suis un peu déçu et c'est ça qui met un petit point d'alerte sur la performance de l'UBB. Ouais, je suis pareil, relativement d'accord avec ça, dans le sens où des matchs complets, on en a fait, mine de rien, notamment un Champions Cup où on a mis 2 fois 60 points et 2 fois 40 points, Perpignan, Stade Français là-bas. On a eu des matchs très complets et aboutis sur 80 minutes. Effectivement, tous les autres matchs ne le sont peut-être pas, notamment à l'extérieur, on avait des gros problèmes, mais cette fois-ci en entame de match, notamment en fin d'année 2024. Ceci dit, on gagne ces matchs-là et ça, c'est la vraie différence avec les années précédentes. On se fait peur, certes, mais à la fin, ce qui compte, c'est évidemment de pouvoir les gagner. Après, je te rejoins que ces trous d'air en phase finale, notamment contre le Stade Toulousain, contre Toulon ou contre d'autres équipes, ça pardonnera sûrement beaucoup moins et qu'il faut s'habituer. Et c'est pour ça aussi que la Champions Cup va sûrement nous être utile à jouer des matchs couperés et à être sur de l'intensité à 120% pendant 80 minutes. Ouais, ça me tarde là, le début des phases finales là, de Champions. Je pense que c'est clairement ça qui va lancer notre saison. Donc hâte d'y être. Et en plus, je pense que ça peut nous donner de la confiance. On commence par un match contre le Ulster et après, soit ce sera le La Rochelle s'il se réveille, parce que bon, pour l'instant ils ont du mal, même avec les cadres, ils ont galéré contre Castres. Donc on verra. Mais en tout cas, il y aura un gros match en quart. Ouais, bon, en tout cas, c'est dans quelques semaines. Il reste encore un match de top 14 entre. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe la seconde mi-temps, au point un peu plus négatif, en tout cas pour l'UBB. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles, là! Donc effectivement, cette seconde mi-temps qui a été largement remportée par le Stade Toulousain qui a fait un gros rapproché au score avant de laisser filer le point de bonus défensif. Yann, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que tu as des axes qui t'ont particulièrement déplu? C'est vrai qu'il y a ce petit relâchement. Moi, je l'explique. Alors peut-être que Thibaut va l'expliquer différemment. Moi, j'ai deux éléments qui peuvent expliquer ce relâchement. Le premier, je pense qu'il y a eu quand même un peu de suffisance, notamment par le fait que on a débloqué la situation. Je pense que on s'attendait pas à percer autant en première mi-temps et arriver à 29-0 à la mi-temps. Comme je le dis, je pense qu'on pensait un peu plus galérer et faire la différence avec un banc qui était quand même plus expérimenté. On avait quand même des internationaux sur le banc, hein, que ce soit Gray, que ce soit Falatea, et donc je pense qu'on s'est dit, ils vont nous tenir un peu, et puis après ça va péter. Donc ça, c'est pour moi il y a eu un peu de suffisance, et je trouve que le coaching de Bru n'a pas été forcément bon. Alors par contre, il s'explique. Je pense que comme il avait vu qu'il y avait eu 29-0, et ben en fait, il a fait sortir tout le monde à la 47e, et notamment des mecs qui ont beaucoup joué comme Louis, qui sont extrêmement importants dans notre système. Parce que tu vois, c'est ça aussi. Pour moi, je trouve que en première mi-temps, on a eu un jeu de pression qui était quand même extrêmement efficace, et en deuxième, je trouve qu'on a trop joué à la baballe parfois. Tu vois, pendant un quart d'heure, on se fait secouer. On a cette pénalité qu'on joue vite et qui amène après l'essai de Castro Ferreira. Je pense que là, on commençait à un peu trop subir. Il fallait calmer le tempérament de cette équipe en repartant par une phase de touche, etc. Et pour revenir sur le coaching, il y a aussi, pour moi, ça a été un facteur déterminant, c'est que tu sortes deux sauteurs de haut niveau. Donc t'as plus Beauchasson et t'as plus Petit. Donc ça veut dire que tu fais un alignement avec Gray, donc qui est notre seul sauteur de haut niveau et lifter de haut niveau. Et après c'est Caso, BVT, Diaby. Alors en fait c'était mort quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait plus une touche facile. Et alors que eux ils font rentrer Brennan etc qui nous secouent. Et en fait donc je pense, alors je comprends le coaching de Bru, mais finalement ça aurait pu clairement se retourner contre nous sur cette deuxième mi-temps. Ouais, je suis globalement d'accord. C'est juste que j'ai pas tout à fait la même lecture. Je pense qu'il y a eu de la suffisance aussi, ça me semble évident. Je pense qu'on idéalise peut-être aussi la première mi-temps. Faut pas oublier on rentre quand même que peut-être 5-6 fois dans la partie
dans la partie de terrain de l'UBB, mais on fait ce que je disais tout à l'heure, 3 en avant, on perd 2 touches, on fait un mauvais déblayage. Enfin, il y a beaucoup de fautes qui font qu'on est à 0 point, alors que normalement, on a un taux de réussite quand on rentre 5 fois dans les 22 adverses d'au moins 2-3 essais. On est quand même une équipe hyper réaliste et donc on se dit on est à 29-0 alors que potentiellement dans un bon moment avec des bonnes mains et pas de bêtises on peut tourner à 29-14. Donc le match n'était pas forcément plié et on le revoit on le voit en deuxième mi-temps où une fois que on décide de mettre la main sur le ballon et arrêter les fautes de main, on fait moins d'en avant, on arrive à enchaîner les temps de jeu et c'est là qu'on met l'UBB en difficulté. Tu ajoutes à ça le fait que notre banc commence à prendre le dessus sur le banc de l'UBB, qu'on a la Combre qui fait enfin en troisième sauteur, elles sont parfaites, donc on trouve un talonneur qui s'est lancé après les difficultés qu'a eu Cramon. On a l'entrée de Castro, on a l'entrée de Brennan, on a l'entrée de Bertrand, on a l'entrée de Hawks. Tout ça, c'est énormément d'énergie. Pas forcément d'expérience, mais d'énergie. C'est des gens qui cavalent beaucoup, qui marchent beaucoup, et bien entourés, avec des Banos qui sont aussi très mobiles, avec des Vergers qui sont aussi très mobiles. Ça apporte quelque chose de plus dans cette équipe. Et donc, on commence à gagner les duels, à gagner les confrontations, et l'UBB se referme, commence un peu à stresser et refuser le jeu. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'à ce moment-là, on le voit arriver, et effectivement, Bru décide de sortir, Big Ben, c'est presque logique, mais décide de sortir ses 2 sauteurs, décide de sortir Jalibert. Je trouve ça assez étrange à ce moment du match, même s'il y a 29-0, on sent que ça commence un peu à s'inverser. Malheureusement, 5 minutes après, 2 porteurs se blessent, donc on passe avec Penaud, Jalib revient, et cette fois, il fait rentrer Jalib en 15, je comprends pas non plus. Jalib, c'est pas quelqu'un qui est bon sous les ballons hauts, le mettre en fond de terrain, c'est pas forcément une bonne idée. Carberry est plutôt bon dans ce domaine, ou en tout cas correct, donc je me demande pourquoi Jalib reprend pas le poste de 10, pourquoi Carberry reprend pas le poste de 15. Bref, il y a des choix qui sont un peu douteux. Il y a de la suffisance, mais il y a aussi la stratégie du stade qui décide de mettre la main sur le ballon et donc l'UBB qui se met en difficulté face à une équipe qui a le ballon. Donc c'est ça qu'il va falloir travailler. C'est oui la suffisance, mais c'est aussi comment est-ce qu'on réagit face à une équipe qui nous déplace, qui augmente le volume de jeu et qui est capable de nous dominer devant. Donc ça va être fondateur, j'espère, pour la suite de l'UBB et pour la Champions Cup. Finalement, c'est un très bon exercice d'avoir affronté cette baie parce que c'est vrai que dans les matchs de Champions Cup, on peut avoir ces scénarios où un peu de large au début, puis l'équipe se laisse pas abattre parce que c'est la Champions Cup, donc il y a des retours et compagnie. Donc finalement, c'est plutôt une bonne chose que ça se déroule comme ça. Mais attention, il faut que l'UBB soit plus consistant sur 80 minutes, ça devient important. Ouais, je suis assez d'accord sur le côté que la première mi-temps était peut-être assez bien payée quand même pour l'UBB. C'est vrai que j'ai quand même souvenir de 2-3 actions pour le Stade Toulousain où on s'en sort très très bien. Mais concernant le coaching, moi je suis assez partagé parce que quand j'ai vu à la 48e LBB sortir, Gazzotti sortir, en fait je me suis juste dit mais pourquoi il fait pas aussi sortir Jalibert vu que t'as Carberry sur le banc et en gros il y a 29-0, on risque plus rien, fais tourner les mecs et donne-leur du temps de jeu et fais souffler sur tous tes top players. Mais effectivement, quand 2 porteurs se blessent, là du coup t'es obligé de remanier ta ligne arrière avec Penaud qui passe au centre, Buros qui passe à l'aile, Carberry, Jalib. Alors pour moi, ils ont un peu alterné 10-15, mais pour le coup, je sais pas lequel est le meilleur en 15. C'est-à-dire qu'il y en a aucun des deux qui me donne énormément d'assurance sur les ballons hauts. Carberry, pour le coup, je suis vraiment pas rassuré et Jalibert pas beaucoup plus. Donc là-dessus, c'est assez compliqué. Mais pour le coup du coaching, effectivement, tu aurais peut-être pu faire sortir Caso plutôt que Petit et tu fais de rentrer Gray en 5. C'est quelque chose qui aurait pu être possible pour ton alignement. Après, peut-être qu'il y a des petits avaient un souci, je sais pas. Mais ouais, il faut aussi donner du crédit au Stade Toulousain parce qu'on parle beaucoup de l'UBB qui baisse en rythme. C'est vrai que le banc et les joueurs présents sur le terrain ont bien redressé la barre et ont fait une grosse deuxième mi-temps. Le fait que Jalib soit aussi la plaque tournante et que hier, il ait décidé de prendre vraiment le jeu à son compte et Lucas s'effacer un peu pour le laisser jouer, ça me fait penser aussi que Brul aurait dû le voir en cours de match et se dire ok, Jalib, si je le sors en même temps que LBB, en même temps que 2-3 gros joueurs ou joueurs importants pour les reposer, il y a un risque que, avec ce nouveau banc qui arrive, ça puisse se réinverser. C'est ce qui s'est passé. J'aurais laissé Jalib, mais s'il s'était blessé, on aurait tous dit mais quelle catastrophe. Mais je veux dire, j'aurais laissé Jalib jusqu'à la 55e, 60e, histoire de finir le match. Certes, il avait été intercepté, mais il surnageait, tout allait bien. Et
c'est la plaque tournante, c'est le système, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait vivre cette équipe. On a vu qu'avec Carberry, ça a été un peu plus douteux. On pense à cet essai où il panique un peu avec l'armée sur One. Le ballon tombe, Box récupère, Bertrand vient en coupe, Saito termine, et derrière, il y a un essai un peu casquette. Mais ouais, j'aurais sécurisé, soit laissé en tout cas Jalib jusqu'à la 60e pour sécuriser le match, parce qu'avec lui, métronome comme il est, ça aurait, quoi qu'il en soit, roulé. Peut-être qu'il y aurait eu un peu de remontée, mais pas autant. Et surtout, quand il est revenu, tu as peut-être raison sur le fait que il n'y a pas de quoi être rassuré avec Carberry en 15, mais c'est au-delà de qui mette 15, c'est surtout qui mette 10. Et quand tu as Jalibert dans les mains, malheureusement, tu peux pas le mettre au fond du terrain dans une situation comme ça. Tu as l'équipe qui revient, il faut calmer, il faut sécuriser, il faut quelqu'un en confiance, il faut un top player. Et je pense que Labru a joué un peu avec le feu. Il l'a pas blessé, c'est l'avantage, mais il a joué un peu avec le feu en le mettant au fond du terrain. Juste, Jalibert, il est sorti à la 56e, donc il a quand même quasiment fait son heure de jeu avant d'être sorti. Il est pas sorti en même temps que les autres à la 48e, mais effectivement, il y a peut-être aussi une Jalibert dépendance sur ce match-là où on comptait vraiment sur lui en tant que plaque tournante et peut-être qu'un Lucu ou même, tu vois, la différence entre un Van Rensburg et un Moefana. Peut-être que Moefana, il est aussi un peu plus facilitateur là où Van Rensburg a pas ce côté-là et du coup, il permet pas de faire tourner ton équipe. Et effectivement, après, quand il sort, bah là, on est en difficulté. Alors, on était déjà en difficulté, mais quand il rentre, effectivement, entre 10-15, il est plus du tout dans le même rôle. Après, il y a aussi le fait que je pense que clairement, Bru a voulu ménager les mecs. Hein. Et peut-être que la rentrée en Jalibert en 15, c'est pour éviter qu'il se fasse mal, hein, tout simplement. Parce qu'on sait que c'est un poste qui est visé. Et donc je pense vraiment que c'est dans une optique de protection parce que il a une idée derrière la tête sur les 2 prochaines semaines. Donc je sais pas comment ils vont gérer le Racing et après la Champions Cup. Mais voilà, on rentre dans une période où il y a des matchs clés, où il y a des points à aller chercher. Donc voilà, il a peut-être fait respirer certains mecs et protéger Jalibert parce que je pense que dans son plan de jeu, Jalibert devait pas rentrer quoi. Donc voilà. Mais après. Tu vois, même si le Stade Toulousain nous a bien dominé sur les impacts, etc., je trouve que c'est là où on voit la force d'un Jalibert, c'est que c'est vrai qu'on a perdu en coordination et c'est vrai que la mésentente entre Van Rensburg et Carberry, elle coûte assez cher et pour moi ça c'est plus du fait que on a commencé à surjouer sur des zones qu'on ne maîtrisait pas. Et je pense qu'on aurait dû pour moi, tu vois, je pense à l'inverse de Thibaut, je pense qu'on aurait dû continuer cette politique d'arrosage du fond de terrain. Voilà, je pense qu'on aurait dû faire ça vu comment on était dominé sur ces premières passes du Stade Toulousain et aussi sur les chandelles. Je pense qu'on aurait dû essayer d'aller le plus loin possible pour qu'ils puissent jouer que des coups de pied longs et pas faire des chandelles de leur camp. Voilà, j'aurais vu ça moi. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé, dans le sens où il y a eu quand même une accumulation de jeux au pied en seconde du côté du bébé, que ce soit Penaud sur des jeux au pied à ras de terre pour aller chercher cette zone 5-15 qui est vraiment chère au jeu du bébé, avec Jalib souvent. Il y a eu des jeux au pied longs, il y a eu Lucu qui a continué à occuper, mais il y a eu aussi un stade qui a décidé de remonter les ballons, qui a eu une meilleure occupation, il y a eu un meilleur jeu au pied, ça s'est amélioré. Donc, ça a obligé l'UBB à un peu trembler, récupérer, se dire est-ce qu'on joue pas? Parce que si on joue au pied, on prend des salves de Toulousains qui enchaînent 7, 8, 9, 10 temps de jeu et qui avancent avec cette jeunesse, cette volonté. Donc, à un moment donné, je pense qu'il aurait été judicieux de remettre la main sur le ballon, repartir sur du black et ensuite écarter parce que c'est ce qui avait fonctionné en première et on n'a jamais vu les 3 quarts du stade en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que on a sorti Aki puis il est revenu, on n'a pas vu plus que ça Épée, on n'a pas vu plus que ça comment il s'appelle Lebel, on n'a pas vu beaucoup Rému, on a vu très peu les arrières de l'UBB. D'ailleurs on marque 3 essais en deuxième, 3 essais c'est Brennan, c'est Castro et c'est la Combre je crois, ou je sais plus mais c'est un autre avant. Donc finalement on domine vraiment la partie devant et effectivement tout miser sur l'occupation, c'est rendre le ballon à ses avants qui commencent à gagner l'aspect frontal. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être en jouant un peu plus, et les 2-3 fois où l'UBB a envoyé du jeu, il y a eu quelques décalages et
très vite une séparation du ballon par le pied. Donc, t'as peut-être raison, Yann. Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, on peut donner que raison à Bru, puisqu'il a réussi à contrôler sa seconde. Il a un peu plus travaillé sur l'occupation, peut-être pas assez, mais un peu plus en tout cas. Il a laissé le ballon puisqu'on finit à 57 ou 58% de possession et de territoire en deuxième mi-temps. Donc, il a clairement laissé un peu plus le ballon au stade. Et son choix de Jalip 15, effectivement, c'est pas de blessure. Donc ouais, ça a été un peu panique à bord, mais globalement, bon, les choix qui ont été faits ont quand même mené à une victoire. Mais voilà, c'est vrai que quand on retient le 24-3, on peut se dire qu'il y a des choses qui auraient dû être faites différemment. Bon, le choix a été payant, il y a victoire au bout, donc pas d'alerte. Le dernier point négatif, c'est la mêlée, où je trouve c'est pas possible qu'avec l'expérience de Big Ben, il se fasse encore avoir comme un cadet sur ses poussées en mêlée. Deux fois, notamment en plus des mêlées qui sont clés, notamment la mêlée dans les 22. Ayonou, il a réussi à lui soulever ses appuis et en fait quand Big Ben on arrive à soulever ses appuis, en fait après il peut plus pousser, il sert à rien et il se fout en travers et après il y a pénalité. Il faut qu'il arrive avec son expérience quand même à foutre ce genre de pilier au sol. Et ça, je comprends pas qu'il n'y arrive pas à faire ça parce que ça nous coûte un peu cher. Je pense pas qu'il était inférieur à Ayonou en mêlée, mais je pense qu'Ayonou était beaucoup plus malin sur des mêlées clés, tu vois, où Kerr était pas de son côté et il a bien attrapé, mais ça il doit pas se faire avoir. Normalement, ça il doit l'amener au sol direct. Malin est peut-être un peu plus énergique. Aïnou, c'est vraiment une boule d'énergie. C'est comme des Hawks, mais avec 3 ans de plus, donc beaucoup plus physique. Et c'est vrai que Aïnou, c'est un profil qui est petit, qui est hyper énergique. Et donc, c'est vrai que c'est des gens qui sont, enfin des joueurs en tout cas, qui sont difficiles à manœuvrer. Et je pense que Big Ben, au-delà de ça, ben il a l'âge qui commence à peser. Il a vécu un traumatisme il y a quelques mois et je sais pas s'il en est clairement revenu. J'ai l'impression que physiquement, le Big Ben de l'an dernier est très très loin. Maintenant, est-ce qu'il s'économise pour être prêt dans quelques mois au moment où on aura vraiment besoin de lui? Est-ce que finalement le poids de l'âge joue? Est-ce que finalement c'est le mental qui est un peu absent depuis quelques mois? C'est très difficile de jouer. J'ai vu que dans une interview il disait qu'il se sentait bien, qu'il avait envie d'être sur le terrain, qu'il avait envie de jouer. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment fidèle à ça, qui aime le rugby, qui aime être présent sur le terrain, mais qui a du mal à retrouver ses sensations. Et face à la jeunesse d'un Aïnou qui n'est plus jeune comme Hawks, mais qui est jeune avec 3 4 ans d'expérience, donc qui sait manœuvrer des piliers d'expérience, qui connaît les rouages du poste, je pense que oui, il s'est fait secouer. Je dis pas que Aïnou est un futur crack, mais parfois un mec qui est plus énergique, tout simplement plus dense et plus fort et plus sûr de ses forces, et peut bousculer un top player qui est un peu dans le dur physiquement, mentalement. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est vrai que Big Ben, ça fait quelques semaines qu'on le voit dans le dur. Je suis convaincu que quand le haut niveau va démarrer, il sera présent. Mais oui, on a un Big Ben qui souffre un peu par rapport à l'an dernier. Ouais, clairement, Big Ben, il a une saison à rallonge. Il a quasiment pas cuté entre les deux saisons. Nous, on l'a récupéré qu'en novembre, il me semble, mais c'est vrai que il met du temps à se remettre en route, ou en tout cas, il aurait peut-être fallu qu'il ait une pause un peu plus longue. Enfin, c'est vrai que c'est un cas qui est compliqué à gérer, mais effectivement, on n'a pas de doute qu'il reviendra prêt et efficace comme il a été l'an dernier pour le printemps et Ouais. les phases finales. Et puis c'est une grosse machine, hein. Enfin voilà, enfin tu vois, là tu parles d'un joueur qui a un profil qui fait un 88 et 150 kilos. Donc quand tu dois remettre la machine, c'est pas 3 semaines, surtout à 34 ans bientôt, parce qu'il est 91 comme moi. C'est un vieux, il a dit. Thibaut. Et du coup, ouais, je pense j'espère que ce sera suffisant pour les phases finales, voilà. Et j'espère qu'il va pouvoir se remettre en route la machine pour les phases finales, mais effectivement, il est revenu tard, problème physique et problème perso, tu vois, bon là, il faut, je pense, plus de temps. Je pensais que ça allait être plus rapide, mais il faut plus de temps. Ça a été un peu comme Coleman aussi, qui a eu un peu de mal, mais qui va revenir pareil et qui va nous faire du bien lui.
Coleman va faire beaucoup de bien, je suis assez d'accord, parce que on a vu que l'UBB manquait de poids. On en parlait la semaine dernière, avec projection de poids lourds qui seraient potentiellement dans l'équipe. On les a tous laissés au frigo. Mais effectivement, ça manque de poids. Ça va être hyper intéressant de voir la construction du pack sur les années à venir. J'ai vu qu'il y avait du Barlow, ça va faire beaucoup de bien. Condorcet, pour l'instant, n'est pas prêt. Il est hyper intéressant. On sent qu'il y a un truc qui peut émaner de ce mec-là. Mais pour l'instant, il est pas prêt, il est trop jeune. Un Barlow capable de concurrencer la motte et passer devant la motte sans aucun problème va faire beaucoup de bien, que ce soit pour sécuriser les mêlées, sécuriser les lancements, faire le travail de l'ombre. Ça, c'est un très bon recrutement. Par contre, il va falloir effectivement aller chercher du poids en 5 et du poids en 8. Duprez est un pur frontal et un vrai guerrier, mais il n'a pas le corps d'un tatafou. Donc, il faudra voir effectivement s'il arrive à apporter vraiment une densité. Je le vois plus comme un gelonche à la limite, mais moins dense. Donc, il va falloir, je pense, trouver une certaine densité, soit au poste de 8, soit au poste de 5. Gray, pour moi, est un 5 potentiel, mais 4 Gray, Coleman 5, avec un autre poids lourd, entre guillemets. On a Caso, effectivement, mais je rajouterai un peu de poids. Je connais pas du tout le pilier de Dax. À voir sa mobilité, à voir le poids, à voir ce qu'il est capable de faire pour apporter de la densité dans ce pack. Mais oui, hier, on voit que face à la BC du stade, faut pas oublier qu'il y avait 14 absents. Le seul titulaire dans l'équipe, c'est Willis. Tous les autres, Malia, on peut imaginer qu'ils seraient titulaires à l'aile, mais on n'en est même pas sûr avec Capozzo, Kingord, Ramos. Donc hier, on se retrouve avec 14 absents, 14 titulaires absents, les 14 qui seront là pour le 8e de finale de la Champions Cup. Et on sent que l'UBB souffre un peu physiquement. Donc voilà, il va falloir construire un pack qui soit encore plus fort. Ça va être la clé. Derrière, tout roule. C'est équipé, c'est construit. On a parlé de Rohan. On peut parler même de Mousquet qui arrive. Il y a tout, il y a de quoi faire. On est large. Par contre, il faut absolument que vous travaillez sur le pack. Il y a vraiment un truc à faire parce que ça va être le secteur clé des années à venir. Ouais, complètement d'accord. Bah, écoute, on t'invitera. Je pense qu'on fera des petits épisodes pendant l'intersaison pour parler de l'effectif, des renouvellements, etc. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, effectivement, de se projeter à l'an prochain. Mais nous, déjà, avant de se projeter sur l'an prochain, on va se projeter sur le match qui arrive, qui est dimanche soir au Racing. Thibaut, mille merci, c'était de nouveau très cool. On espère qu'on aura l'occasion donc de faire une petite preview plus débrief sur un prochain match entre l'UBB et le Stade Toulousain. C'était un vrai plaisir de t'avoir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des UBBistes. Merci pour ces deux invitations, pour ces deux lundis soirs passés à vos côtés. C'était un vrai régal. Comme je le disais la dernière fois, j'adore discuter rugby et vous respirez cette passion. Donc ça me fait vraiment plaisir de partager des moments avec des gens comme vous. Et rendez-vous en demi-finale de Champions Cup après qu'on ait balayé les 8e et les quarts de finale. Je pense que ce sera une bonne occasion de se retrouver un lundi soir pour refaire le monde. Parfait. Ouais, ça nous va. Ce sera quoi, avril-mai, ça? Donc, parfait. On pourra faire ça au soleil, en terrasse, avec un petit verre de rosé. Ce sera nickel. Merci Thibaut. Et nous, quant à nous, on passe au petit point du classement du top 14. Tu finis 7e, 8e, 9e, 10e, tous les ans. Tous les ans. Et au classement de ce top 14, du coup, l'UBB fait un rapproché du Stade Toulousain, puisque le Stade Toulousain est à 65 points, l'UBB est à 64 points. Toulon se rapproche de l'UBB, plus que 2 points d'écart, ils ont 62 points. Et derrière, ensuite, suivent Bayonne, 48 points, qui est seul devant Lyon et Castres, qui complètent le top 6 avec 44 points. Pau 7e et ensuite La Rochelle et Clermont, eux, ils font une sacrée dégringolade. Montpellier aussi qu'on pouvait voir potentiellement un peu mieux en fin d'année 2024. Bon ils sont 10e et en bas du tableau, Vannes dernier. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à enchaîner après leurs 3 victoires consécutives. Ils enchaînent une 2e défaite consécutive. Perpignan aussi, c'est compliqué, 3 défaites d'affilée. Et le Racing et le Stade Français se donnent un peu d'air. En tout cas, pour l'UBB, tout va bien. On a bien corrigé ces 2 défaites consécutives contre le Loup et à Bayonne, avec une 3e victoire d'affilée. Et au classement britannique, quand on prend le classement strict, on est toujours 2 points derrière Toulouse et 4 points devant
Toulon. Donc maintenant, il suffit de rester sur ces écarts-là en prenant des bonus par-ci par-là pour s'assurer une deuxième place. À noter que donc, le prochain match de top 14, c'est au Racing. On passe tout de suite à la prochaine rencontre. Je vais te dire ce qui me tarde. C'est ce qui me tarde, hein, de sentir l'odeur des merguez. Et dimanche soir au Racing 92, l'occasion de prendre des gros points dans la lutte au top 2 alors que Toulouse accueille Pau et que Toulon se déplace à Castres. Mais comme on l'évoquait la semaine dernière, le calendrier s'annonce très très chargé et il va peut-être falloir économiser quelques forces vives à un moment ou à un autre. On en parlera dans la composition. Le Racing, eux, il reste sur 2 victoires en 3 matchs. Donc c'est une bête blessée qui pointe à la 12e place. Mais ils sont un peu mieux ces dernières semaines, mais ça reste quand même l'occasion de prendre des points. Déjà, toi Yann, tu penses quoi de cette équipe du Racing ? Bah, j'ai du mal à la cerner. C'est vrai qu'il y a du mieux, mais j'ai l'impression qu'il y a du mieux à l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs dans un jeu un peu plus restrictif, parce que sur leurs 5 derniers matchs, il y a 2 victoires à l'extérieur, mais quand même ils prennent 3 défaites à domicile. Je crois qu'ils perdent contre Vannes. Ils ont pris une énorme branlée contre Pau. C'était le dernier match à domicile. Et après, il y a un troisième qui est venu aussi gagner chez eux. Donc ça fait quand même beaucoup de défaites à domicile. Et par contre, c'est vrai qu'à l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils sont plus à l'aise dans un jeu où forcément ça va moins vite que sur leur synthétique. Après, j'arrive vraiment pas à cerner toutes les compositions que fait Collazo. Quand tu vois qu'il y a Jordan Joseph qui joue 5, je sais pas dans quel monde il peut jouer 5, c'est un peu bizarre. Alors peut-être c'est pour le mettre mettre un gratteur de plus et potentiellement après avoir un banc avec Tao qui peut impacter pour 20 minutes. Mais je les trouve j'arrive pas à les cerner, tu vois, ils ont quelques bons joueurs moi que j'aime beaucoup, donc Datuisova qui est très impactant, bon, même si en ce moment il est un peu en méforme. On a toujours Ficou qui est une valeur sûre au centre, on a Nolan qui est quand même un accélérateur en termes de jeu, mais bon, je connais pas le réel niveau. Je pense que c'est une équipe quand même qui est en crise, hein, mine de rien, parce que même s'ils ont gagné le match contre Clermont, c'était une purge, quoi. C'était vraiment une purge des deux côtés. Ouais, et puis clairement, c'était un match de la peur avec Clermont aussi qui est vraiment pas du tout au top. C'est vrai qu'on les attendait quand même bien plus haut cette saison. Je pense que beaucoup de monde les mettait dans le top 6 avec le recrutement d'Owen Farrell qui du coup fait complètement pchit avec Lancaster qui arrive, etc. Nous, on n'attendait rien du Racing, mais c'est vrai que beaucoup pensaient que ça allait être une bien meilleure saison que ça. Et en fait, tous les paris ont été un peu perdants. Ouais, et puis Farrell, en plus ça va être un gros salaire, donc pas très convaincant. Lancaster, alors en fait ça a marché 6 mois et puis depuis parce qu'à un moment ils étaient leader top 14 il y a 2 ans, enfin l'année dernière, et après ils sont complètement écroulés et puis ils ont continué sur ce rythme qui est pas bon, quoi. Donc en plus dès le début de la saison, je sais plus combien on leur met, mais je crois que c'était quand même on leur met 8 ou 9 essais. Enfin il y a beaucoup de manquements. Donc je pense que Bruce serait très malin de mettre une équipe mixte, donc on va en parler, parce que je pense qu'on peut les faire douter. Voilà. Bah justement, parlons-en un peu des compositions probables. Alors une fois n'est pas coutume, je vais t'en proposer 2. Parce que certes, il y a des points à prendre au Racing, mais il y a aussi derrière potentiellement 2 matchs de Champions Cup avec ensuite un déplacement à Pau et la réception de La Rochelle. Enfin, en gros, ça va s'enchaîner derrière comme jamais. Et je me dis, il y a une option qui pourrait être de faire un peu comme le Stade Toulousain a fait ce week-end, c'est-à-dire mettre des jeunes, mettre des cadres qui sont en manque de temps de jeu avec des combattants. Et puis finalement, tu prends quasiment aucun risque et la seule crainte que tu peux avoir, c'est d'avoir une bonne surprise et de pourquoi pas ramener des points du Racing. Mais si tu perds, finalement, au final, ce sera assez bénéf parce que tu auras reposé tes cadres, fait jouer tes jeunes, donné du temps de jeu à des gens qui en manquent, tu vois, par exemple des Ricard, des Samou, même s'il a joué ce week-end, des BVT, etc.
Donc je me dis qu'une option, ça pourrait être de faire l'impasse et t'es pas à l'abri d'une bonne surprise face au Racing. Donc ça donnerait une composition et on va peut-être pas non plus s'attarder trop longtemps dessus. Mais en gros, en première ligne, ça ferait un Boniface, Sa, Falatea. Donc ce qui en soi est quand même les numéros 2 à leur poste. En deuxième ligne, là c'est un peu plus expérimental, Ricard Ngembous, et Ngembous en 5. Et en troisième ligne, Jacobs, donc du temps de jeu, après le premier match qu'il a pu faire avec les grands, BVT et Samu qui enchaînent. Oui, alors après moi ce serait pas mon idée, mais effectivement, pourquoi pas, ça reste un pack qui est relativement propre, mais bon, je pense que ce serait un peu juste. Après, si tu fais ça, il faut mettre un gros banc quoi derrière. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu mettes du Tofa, etc. Je pense qu'il faut après mettre un lourd banc pour, tu vois, si t'es toujours dans le match à la 60e, gagner sur les 20 dernières minutes. Ouais, bon après je t'avoue que le banc il serait un peu plus light aussi vu que après l'avantage c'est que parmi tes internationaux qui doivent prendre des vacances, t'as aucun avant. Donc à part Johnny Gray. Mais je sais même pas si c'est obligatoire, s'il y a des accords, etc. Bon, toujours est-il qu'en charnière, du coup, ça donnerait un Lesgourg-Carbery. Sur les ailes, Rétière et Huberti, qui ferait son retour, que ça lui donnerait un peu de temps de jeu. Au centre, Tapouai, Moefana, qui reviendrait de vacances, parce que je vois pas trop d'alternatives, à part si tu mets Van Rensburg, mais il joue quand même pas mal, donc à voir. Et en 15, Etchegaray pour le faire lui aussi enchaîner des matchs de haut niveau. Au Racing, ça peut être très cool à voir. Ça, c'est l'option vraiment, si on décide de faire opposer le maximum de mecs pour ensuite avoir une équipe la plus complète possible pour Ulster et ensuite potentiellement Munster ou La Rochelle. Effectivement. Après, derrière, ça tient bien la route, donc pourquoi pas. Mais moi, tu vois, je pense qu'il y aura plus la deuxième option. Je vois bien Bru gérer tous les internationaux entre le Racing et l'Ulster. Je pense qu'on a suffisamment de marge pour pouvoir le faire. Et donc, je vois bien potentiellement, par exemple, tu vois, Gray au repos, mais qu'on voit un Coleman. Et par contre, que Coleman ne soit pas forcément... ou tu vois, ou pareil, derrière, je vois bien Buros qui enchaîne, et peut-être que ce sera Louis qui sera en 15 contre l'Ulster. Donc voilà, je vois plutôt une gestion d'effectifs comme ça entre ces 2 semaines qui vont arriver. Pourquoi pas aussi, même s'il était visiblement fatigué, faire enchaîner Penaud et on met Louis au repos, et puis après à l'Ulster Penaud ne joue pas et on le rattaque contre La Rochelle. Enfin, tu vois, c'est une possibilité qu'il y ait ce lissage des internationaux sur ces 2 semaines, parce que je pense que il y a quand même des coups à jouer, parce qu'il faut pas oublier qu'on va se déplacer à Toulon, et que ce serait bien qu'on ait un petit écart qui nous permette d'avoir en fait un joker. Je suis assez d'accord que depuis le début de saison de Brut, de toute façon, il a jamais fait de l'impasse sur un match. Je me rappelle qu'on demandait avant le match au Stade Toulousain, notamment, de faire l'impasse, de garder des mecs frais, etc. Et au final, il a jamais fait une vraie impasse. Il a toujours fait tourner avec une équipe qui reste à chaque fois compétitive. Et je pense que il dérogera pas à cette règle-là, et que si on peut prendre ces points-là au Racing, en fait, c'est peut-être que en fin de saison, tu pourras faire reposer plus de mecs que si tu ne prends pas ces points ce week-end-là. Donc, je pense qu'il va plutôt partir sur une équipe mixte, mais ultra compétitive. Et tu parlais du lissage des vacances. Je pense qu'il a déjà fait un peu là, en fait. Moefana qui était en vacances ce week-end. Moi, je pense que des LBB, Penaud et Lucas seront en vacances pour ce match au Racing. Du coup, ce qui nous donne, je pense, quelque chose de plus crédible dans l'esprit de Yannick Bru, même si effectivement on n'en sait rien et on verra bien, mais je pense que c'est bien plus crédible pour le déplacement au Racing. Toujours Boniface, Ça et Falatea en première ligne, ça bouge pas, parce que c'était déjà des numéros 2. Après, pourquoi pas un Tammy Funab qui a besoin d'enchaîner, voilà. C'est aussi des possibilités, parce qu'on rappelle qu'il y a eu 2 semaines sans top 14, donc les joueurs ont pu partir en vacances, régénérer, et qu'ils ont besoin aussi de retrouver du rythme. Deuxième ligne, et là ce serait une première cette saison, qu'on a les 2 joueurs ensemble sur le terrain, Gray en 4 et Coleman en 5. Moi ça me fait un peu rêver cette deuxième ligne. Ouais, j'avoue, on les a jamais alignés. C'est titulaire et jamais, du coup.
Non, alors ouais, effectivement, tu posais la question tout à l'heure. Ils ont partagé 2 feuilles de match cette saison, 2 feuilles. C'était contre Leicester à domicile et en Ulster où Johnny Gray se fait la cheville. Sauf que en fait, c'était Gray qui était titulaire et à chaque fois, c'est Coleman qui remplaçait Johnny Gray en 5. Donc ils n'ont jamais joué en même temps en 4 et 5. Donc moi, j'ai envie de voir ça. Mais est-ce qu'il le fera, je ne sais pas. Coleman, est-ce qu'il sera apte, on ne sait pas non plus. Donc Ouais, pas mal d'incertitudes. Si Coleman est apte, moi je le mettrai directement en 5. Et après, par contre, Gray, je lui laisserai sa semaine de vacances parce que même s'il a pas joué la semaine dernière, ça se trouve en fait, t'as raison, hein, Gray il a dû faire sa semaine de vacances pendant sa blessure ou pas? Non, même pas, il a pas pu. Donc Non. tu vois, il va devoir, lui aussi va devoir le reposer. Donc tu vois, peut-être les réaligner contre l'Ulster en Champions. Je vois un truc comme ça parce que c'est vrai qu'il a beaucoup joué. Lui, il faudra qu'on le garde parce que comme je l'avais dit dans le débrief. Il faut qu'on arrive à la fin de l'année avec à minima 3 sauteurs de haut niveau pour qu'on en ait toujours 2 sur le terrain. Donc il faut qu'on ait surtout ou même 4, ce serait encore l'idéal, qu'on ait Beauchaton, Petit avec Gray Coleman. Et donc à chaque fois qu'on ait à minima 2 qui soient sur le terrain pour que on puisse être constant et qu'on puisse performer dans ce secteur pendant 80 minutes. Ouais, complètement d'accord. Bah, du coup, pour compléter le pack, avec du coup Beauchaton qui serait aligné pour qu'il enchaîne en retour de blessure. Matthew aussi, s'il est dispo. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il revient, mais je crois que c'est possible. Et Diaby pour amener le côté combat en troisième ligne. Ouais, donc il y a Diaby. Moi, il y avait une personne qui sur X avait évoqué Jacobs. Toi, tu l'avais mis dans ta première équipe. Pourquoi pas, tu vois, dans un pack qui est solide comme ça, avec beaucoup d'expérience, intégrer un jeune qui a montré de bonnes attitudes à Perpignan. Je pense que ça peut être intelligent. Ouais, Jacobs, pourquoi pas. Il ferait pas tâche du tout et ça permettrait de continuer cet esprit un peu d'équipe mixte. En charnière, du coup, Lesgourg-Jalibert. Alors Jalibert, il a joué contre Clermont et Perpignan avec nous, il a joué contre l'Angleterre, mais il n'est pas non plus en surcharge de temps de jeu. Donc je me dis, si on veut se donner les meilleures chances, autant qu'on mette notre meilleur joueur. Ouais, c'est une très bonne idée, surtout que finalement il a fait une grosse mi-temps et puis après en 15 il a eu le temps un peu de se reposer puisqu'il est sorti et puis après il est rentré donc ouais il peut enchaîner je pense Mathieu tranquillement. Toujours pareil, lui, de toute façon, il faudra qu'on arrive à le gérer. S'il y a la moindre alerte, il faut mettre Carbery, dans le sens où s'il est un peu fatigué, etc., il faudra mettre Carbery pour pas prendre de risques. Mais s'il est en forme, je pense que ça peut être sur cette pelouse, ça peut être un joueur incroyable. Et avec Yann, ça marchera très bien. Ouais, aucun doute là-dessus. Sur les ailes, Retière et Chegaray. Bon, Etchegaray, on a envie de le revoir. Retière, il était remplaçant. Même en une mi-temps, même pas, il a réussi à montrer qu'il était ultra précieux, notamment en défense. Donc, moi, je me pose pas trop de questions. Et au centre, j'alignerai Tapouai, Moefana. Tapouai parce que il mérite aussi du temps de jeu. Il fait pas une mauvaise saison. Moi, je le trouve bon quand il est là. Même s'il n'est pas étincelant comme peuvent l'être un Van Rensburg ou un De Porter ou un Moefana. Mais il apporte, il n'y a pas trop de déchets et je me dis que c'est aussi l'occasion de lui donner du temps de jeu. Et Moefana qui a pu récupérer du coup ce week-end, qui enchaîne et qui fasse parler sa vitesse sur le terrain du Racing avec un Buros en 15 qui lui aussi peut enchaîner. Ouais, moi ça me va, ta ligne d'arrière. Après, si ça va dépendre aussi de comment est Nico. Je pense que si Nico peut postuler pour l'Ulster parce que c'est pas trop grave, je pense que je ferai enchaîner Van Rensburg avec Moefana pour après mettre une paire Moefana des porteurs contre l'Ulster et potentiellement après pour le quart. Donc ça va dépendre de Nico. Si Nico est apte pour l'Ulster, je mets Van Rensburg Moefana. Ok, écoute, ça me va très bien. Voici pour nos petits débats compos. En tout cas, on a hâte d'être dimanche soir. On sait que les United BB ont prévu un gros déplacement et qu'ils feront du bruit dans la salle municipale du Racing. Donc, nous, on sera depuis notre canapé. Ce sera tout aussi bien. Mais effectivement, si on peut prendre ne serait-ce qu'un point au Racing, ce serait déjà positif. On tablait avant ces 2 matchs de top 14 sur 5 points, ça nous irait. 8 points, c'est incroyable.
On est encore en lice pour les 8 points, mais c'est vrai que déjà 5 points, ce serait pas mal, même si Toulon qui se déplace à Castres, potentiellement ils peuvent aussi faire un coup là-bas, même si ce sera compliqué. Bon, à voir. En tout cas, on aura les résultats avant vu qu'on joue en dernier et on a hâte de passer au match. Mais tout de suite, on va passer aux actualités du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègle là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup qui sommes souvent sur cette plateforme. L'UBB suspend son activité sur X, anciennement Twitter. Dans un tweet un peu lapidaire, l'UBB a annoncé ce samedi à 18h, au moment de donner la composition du match face au Stade Toulousain, que le club décide de suspendre son activité sur la plateforme X et encourage les fans à aller sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou l'application pour suivre l'actualité du club. Et au début, je me suis dit, pourquoi le club se prive de s'adresser à 280 000 personnes quand même qui le suivent sur cette plateforme. Tu vois, il y a les annonces des compos, les live tweets des matchs, les infos infirmerie. C'est autant de moments pour nous en tant que supporters d'échanger, d'avoir nos discussions un peu de comptoir, de PMU comme j'aime les appeler. Et nous, ça nous fait vivre notre passion pour le club et ça participe au fait qu'on suive et qu'on aime ce club. Et du coup, on se sent un petit peu lâché par le service communication au profit effectivement de Facebook, Instagram, qui sont des plateformes quand même moins faites pour les échanges, qui sont moins interactives. Même si Facebook, tu as toujours des commentaires, et d'ailleurs, ils sont pas forcément mieux que ce qu'on peut voir sur Twitter, où ça peut parfois quand même brûler les yeux. Mais je trouve que là où ça pêche aussi, c'est qu'on nous demande d'aller sur LinkedIn pour suivre l'actualité du club. Moi, ça me paraît un peu lunaire parce que j'y vais beaucoup sur ce réseau, mais c'est surtout pour suivre des offres d'emploi, des actualités de professionnels qui m'intéressent, dont d'ailleurs des salariés du club, mais pas pour suivre les résultats d'une rencontre ou qui a marqué quel essai. Donc je pense que, je trouve qu'on s'égare un petit peu là en demandant aux gens d'aller suivre sur LinkedIn. Et finalement, quand tu regardes les commentaires sous le tweet d'annonce, tu vois qu'en fait, ce manque d'explication et ce tweet un peu rapide, il apporte aussi pas mal de confusion entre les uns qui soutiennent le club parce qu'ils y voient un acte de défiance vis-à-vis d'Elon Musk qui, effectivement, fait beaucoup parler en ce moment, et les autres qui voient un acte politique complètement intolérable dans le monde du sport. On s'est bien amusé dans les commentaires et du coup, on ne sait pas qui a raison. Et moi, en essayant en tout cas de prendre un peu de recul, je me demande si en fait, c'est pas juste que le club préfère pas recentrer ses ressources sur des plateformes qui sont déjà un peu plus safe en termes de communication, mais aussi plus rentables, entre guillemets. Quand tu vois le nombre de likes sur les posts Instagram ou Facebook, ça se compte en milliers, dizaines de commentaires, voire des centaines, alors que sur Twitter, c'est pas du tout la même chose. T'en as quelques centaines ou quelques dizaines de likes et quelques commentaires. C'est vrai que c'est plus compliqué et il y a beaucoup moins de visibilité pour le club, et notamment quand ils communiquent au sujet des partenaires, par exemple, qui vont eux regarder les interactions avec les posts et le nombre d'impressions. Au final, c'est pas forcément super rentable de poster des tweets, notamment les live tweets qui sont en fait, tu as une personne qui gère le compte Twitter pendant l'intégralité du match pour tenir au courant les fans, mais c'est vrai que si c'est pas regardé ou que tu as quelques interactions, c'est pas forcément intéressant, même si on sait que le club avait été aidé par le fameux ChatGPT sur ses live tweets où il y avait eu la mention générée par ChatGPT qui avait été oubliée sur un tweet. Bref, je pense que le club, au-delà de l'aspect politique, qui n'est pas la raison principale mais qui n'a pas aidé, soyons clairs, a décidé de réallouer ses ressources vers d'autres plateformes, ce que j'entends complètement, parce qu'il y a évidemment des enjeux de ressources pour le service communication qui n'est pas extensible à l'infini. Mais là où je m'interroge un peu, c'est pourquoi on ne garderait pas un service minimum. T'as des graphistes super talentueux en plus au club qui pondent des visuels magnifiques pour toutes les plateformes pour déjà annoncer les compositions, les joueurs sélectionnés, les prolongations, etc. En fait, tu as juste à les poster sur Twitter avec un format qui est dédié. Et puis, ça ferait amplement l'affaire pour nous qui suivons le club sur cette plateforme en priorité. Je sais qu'on est quand même relativement nombreux, au moins 280 000 qui suivent le compte du club, mais nous, on voit tous les jours qu'il y a beaucoup de débats avec beaucoup de
de supporters. En tout cas, nous, ça nous empêchera pas de continuer de débattre sur cette plateforme qu'on aime beaucoup. Il faut savoir faire le tri, mais une fois qu'on a un bon feed, c'est quand même une plateforme où on peut avoir des super échanges. Bon, toi, tu vas rester sur Twitter, Yann. Tu vas pas nous abandonner. Non, c'est bon. Parce que j'ai pris goût, moi. Je fais une petite vidéo. D'ailleurs, cette semaine, je pense qu'elles arrivent en retard parce qu'on a un programme chargé. Ouais, programme très chargé. D'ailleurs, si la personne qui gérait Twitter veut maintenant filmer les matchs des espoirs pour les diffuser sur Twitch, ça c'est une réallocation de ressources qui nous irait parfaitement. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus parce que ça avait fait quand même pas mal parler ce week-end et c'est vrai qu'on comprend pas forcément la décision et que du coup pas mal de personnes pensent que c'est très politique alors que j'en suis même pas sûr. Donc du coup ce serait pas mal d'avoir soit un petit tweet, soit un petit communiqué du club pour juste expliquer la décision ou rien d'ailleurs. De toute façon ça changera pas grand chose. Pour continuer les actus, les Réchelles, ils se sont imposés à Rouen de 2 petits points et ils gardent le rythme pour garder cette 3e place. Ils sont encore à 5 points devant le Racing et ils recevront Brive ce samedi à 15h pour ceux que ça intéresse d'aller au match. Les Lions n'avaient pas de match puisque en ce moment c'est le tournoi des 6 nations féminins. Autre nouvelle, Alexandre Ricard à Brive. C'est officiel, ça a été officialisé par le club avec, je sais plus, je crois 14 autres arrivées. Ils ont fait un gros recrutement. On lui souhaite évidemment le meilleur, la Brive en Pro D2. En tout cas, c'est une bonne pioche, moi je pense, pour Brive. C'est un joueur qui, même s'il n'a pas beaucoup joué avec l'UBB, n'a jamais vraiment trop déçu. Les UBB Sevens, eux, iront à Hong Kong, mais pas pour le Seven, mais pour les Hong Kong Tens, pour le rugby à 10. Alors, je connaissais pas. Tu connais un peu, toi, le rugby à 10, Yann, ou pas du tout? Pas du tout. Par contre, je sais qu'à Hong Kong, il y a un tournoi qui est vraiment réputé pour ça, avec pas mal d'équipes du Sud, etc. Et donc, on envoie souvent une équipe là-bas avec pas mal de. Parfois, on essaie de recruter des mecs en externe, tu vois, des étrangers, etc. pour constituer cette équipe. Donc c'est un niveau assez élevé, quoi. Ouais, et d'ailleurs, l'équipe de France de Seven sera bien sur l'étape hongkongaise cette semaine, mais du coup il y a les deux, il y a le Seven et le Ten qui sont au même moment, et je crois qu'il y a Matteo Garcia du coup avec l'équipe de France et Enzo Rebier, lui il est avec les UBB Sevens. On avait vu d'ailleurs une vidéo la semaine dernière avec Jean-Baptiste Dubier qui annonçait du coup le départ vers cette compétition. Concernant l'infirmerie, on a eu du coup samedi à 18h au moment de la compo le point infirmerie du club avec les annonces de Coleman, Mathieu et Perchaud qui ont repris avec le groupe du coup la semaine dernière, donc potentiellement on pourrait les voir face au Racing. Perchaud ça peut être bien aussi qui se relance, ça ferait aussi un peu souffler et économiser Jefferson Poirot par exemple. Huberti, lui, il va reprendre cette semaine, donc il a dû reprendre à l'heure où vous écoutez ce podcast, donc ça c'est une bonne nouvelle, à voir s'il postule ou pas déjà pour le Racing, mais potentiellement c'est quelque chose de faisable. Et quid de Deporter, la cheville, ça peut être un peu embêtant pour le reste de la saison. Ouais, même s'il a continué un peu jouer dessus, c'est vrai qu'il est assez douloureuse, il s'est un peu tordu tout seul par contre, j'ai l'impression, sur le plaquage contre Castro, mais ouais, ça peut clairement changer quelques plans parce que même si on a 3 excellents centres, effectivement, si t'en perds un, tu commences à être à flux tendu, quoi. Ouais, bon, en tout cas, on espère que ce sera pas trop grave. En tout cas, il n'avait pas l'air non plus de souffrir le martyr. Enfin, à voir. On va voir s'il y a des infos qui fuitent. Le point infirmerie de samedi, du coup. Affaire à suivre. Voilà pour les actualités du club. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la dernière section qui est la présentation de l'ancien. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et comme d'habitude, pour vous présenter l'ancien joueur de l'UBB, un petit indice, je joue actuellement au Loup Rugby. Alors, il y en a 2. J'en vois 2 là comme ça. Mmh. Alban Roussel, qui a très peu joué, qui est un numéro 5 et qui Urios a vu en lui un 8, on sait pas pourquoi, mais visiblement il a vu ça. et bien sûr
un joueur qui nous a fait passer dans une autre dimension qui est Semi Radradra. Bon, du coup, tu préfères présenter lequel, toi? Semi, moi. Bon, allez, allons pour Semi, alors. Eh ben Sebi, ouais, joueur exceptionnel. Alors il est arrivé de Toulon, mais il faut savoir que Marty le suivait depuis pas mal de temps. Avant qu'il signe à Toulon, il avait sollicité parce que c'est un joueur qui vient du 13. Je crois qu'il était dans un club. Alors c'est Panorama, un truc comme ça. Parramatta Hills, qui est un Ouais. club australien basé dans la banlieue de Sydney. Donc c'était une méga star du 13. Donc lui, la première fois que je l'ai vu jouer, alors c'est pas au 13, c'était à la Coupe du Monde du Vin, donc où il jouait avec un autre joueur. Donc on avait discuté, qu'on avait parlé d'un ancien joueur qui était Taleboula, et les deux jouaient ensemble dans cette génération. Et après il est parti au 13 parce qu'il y avait plus d'argent, tout simplement. Et après Marty avait essayé de le recruter, mais Mourad Boudjelal a eu une offre plus importante, sauf qu'il a fait une erreur de le faire signer un contrat de 1+1, alors que lui, il veut des contrats de 2 ans. Et donc après, on a réussi à renouer contact et à le faire venir. Et donc ça a été un joueur qui nous a fait passer complètement un pack. Ça, c'est en 2018. Ouais. Donc en 2018, il arrive à l'Union Bordeaux-Bègles et du coup, il reste 2 ans, dont cette fameuse saison Covid où on explose tout, on est en tête du top 14 et la saison qui s'arrête en plein milieu. Ouais, vrai traumatisme, parce que je trouve qu'on avait une équipe, alors peut-être qui était moins fort collectivement qu'aujourd'hui, mais il y avait les grands clubs étaient en difficulté. Tu vois, le Stade Toulousain avait eu du mal ils avaient pris pas mal de retard avec la Coupe du Monde. Enfin, il y avait cette année un peu de transition où ils devaient cravacher pour se qualifier dans les 6. Et nous, on marchait un peu sur l'eau. Et il y avait ce centre en fait où tous les ballons passaient par lui et on attendait un peu qu'il fasse un exploit, quoi. Et avec d'autres joueurs comme Cordero, et ben ça matchait extrêmement bien. Malheureusement, la compétition s'est arrêtée d'un coup et c'est vrai que ça a été un peu dur, mais je crois que tout le monde a un peu mal vécu, que ce soit le président, les joueurs, ça a été vraiment terrible. Outre le fait dramatique du Covid, etc., c'est surtout, on pensait tous qu'on allait avoir un premier titre, quoi. Que ce soit en Challenge Cup, parce que je pense qu'on était dominant, qu'en top 14. Ouais, et du coup, pour revenir un peu sur Semi, donc du coup plutôt profil 13. Ouais, c'est ça. Tu peux jouer ailier aussi. C'est ça. Alors lui, au 13, du coup, il jouait ailier. Et après, quand il est arrivé à Toulon, il savait pas trop se placer entre ailier ou 13, et nous, on l'a fixé en 13. Et c'est vrai qu'en 13, il est assez merveilleux parce que très physique, mais des mains en or et surtout une capacité à casser le premier plaquage, à gagner ses duels homme-homme, qui était assez impressionnant. Et après, une technique hors du commun pour jouer après contact. Donc excellent joueur, hyper professionnel, c'est-à-dire qu'en termes d'hygiène de vie, etc., il était extrêmement juste. Malheureusement, après, il est parti à Bristol par la suite. Et d'ailleurs, il a commencé après, avec l'âge, à se blesser de plus souvent. Et donc, du coup, on le voyait de moins en moins performant. Et là, au Loup, tu vois, il alterne des grosses blessures, des matchs moyens. Donc voilà, je pense qu'on a eu le prime de Semi chez nous. Ouais. Bah, tu vois, à Bristol, il a joué 53 matchs en 3 saisons, ce qui est bien, mais pas non plus... effectivement, il a été blessé pendant des moments. Il marque quand même 90 points. Donc il a quand même été assez productif. Mais c'est vrai qu'au Loup, donc il est arrivé en 2023, il a fait 16 rencontres et un seul petit essai. C'est vrai que nous, on avait été habitués à Bordeaux à le voir beaucoup plus étincelant. Ouais, clairement. De toute façon, entre marquer des essais, parce que parfois il marquait des essais tout seul, je me rappelle de ce match au Racing, là, il était incroyable, où on fait un peu une remontada et après on met 34 points, dont 27 ou je sais plus combien en deuxième mi-temps. Et c'est vrai il était énorme, quoi. C'était vraiment le facteur X de l'équipe, quoi. Voilà pour Semi Radradra, donc gros joueur à une période assez clé pour l'UBB où on a frôlé les sommets. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Twitter, donc Tuisova UBB et Cyril Bourrez, ou sur Instagram, le compte UBBiste, où on poste à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort sur les plateformes. D'ailleurs, en parlant de plateformes, vous pouvez aussi vous abonner ou lâcher des étoiles ou des choses comme ça sur Spotify, Apple Podcast
et Deezer notamment. On vous donne rendez-vous un peu plus tard cette semaine, comme on le disait, pour un hors-série numéro 3. On vous laisse un peu de suspense pour savoir qui sera notre invité. On rappelle qu'on aime bien inviter des gens qui gravitent autour du club, plus ou moins proches. Donc on vous donne rendez-vous sûrement jeudi ou vendredi. Et on vous souhaite du coup un bon début de semaine avant de vous retrouver un peu plus tard. Allez, ciao! Ciao tout le monde.